de m'avoir invité, de votre accueil. Je salue tous ceux qui sont dans la salle. C'est vraiment sympathique de venir consacrer 2 heures un mercredi soir, ou un mardi, je vous ai lu, un mardi soir entre 18 et 20 heures, pour parler d'Europe. L'Europe, dont on a encore en soi le souvenir des élections récentes. Voilà, donc on voit bien que c'est un sujet brûlant, un sujet qui nous touche tous à travers les résultats des élections, à travers les suites. Alors, on va laisser ce court terme un peu de côté, hein. Peut-être qu'on y reviendra dans les questions, pour nous intéresser au sujet du livre que j'ai écrit avec Gérard Vernier. Gérard Vernier est un fonctionnaire des commissions européennes. Il a 78 ans, il a travaillé toute sa carrière à Bruxelles. Et c'est par l'association Sauvons l'Europe que je l'ai rencontré. Et il avait une connaissance très, très précise de l'actualité du travail de la commission. Et donc nous avons réuni nos 2 expériences pour sortir ce livre, dont nous sommes assez fiers, on va le dire. On est assez fiers parce que nous avons eu 2 avis notamment qui nous ont fait plaisir. Il y a un observatoire de l'enseignement de l'histoire de l'Europe. Il y a un observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe. Voilà. Cet observatoire est présidé par M. Alain Lamassoure et on a pu lui faire parvenir l'ouvrage et il nous a dit que c'était une magistrale synthèse. Donc ça nous a fait très plaisir parce que c'est vraiment ce que nous avons voulu faire. Et le directeur de la maison Robert Schuman, près de Metz, à qui on a fait parvenir le livre, nous a lui également félicité en nous disant que ça venait vraiment compléter la 3e partie du petit musée qu'il a dans cette maison et qu'il mettait d'ailleurs ce livre dans la librairie de son musée. Et donc, je le cite avec un peu de fierté parce que ça veut dire qu'on a atteint notre objectif, faire un livre pédagogique qui explique, bon, je vais y revenir, hein, mais qui explique l'Europe d'un côté et qui explique l'Union européenne de l'autre. Voilà. Et nous avons la prétention d'avoir fait un travail original et un travail qui peut aider les citoyens qui cherchent à comprendre, mais aussi des étudiants, des jeunes qui sont un petit peu perdus face à la question européenne. Et donc, en 200 pages, on leur apporte une synthèse qui, je pense, est intéressante. Donc, je vais essayer de vous donner envie d'aller plus profondément dans cette présentation. Alors d'abord, pourquoi écrire sur l'Europe? Moi, je me suis toujours senti européen. Bon, je suis parisien, j'ai eu un métier à Paris, mais je ne sais pas pourquoi, je me suis toujours senti européen. J'ai une sœur qui s'est mariée avec un Allemand, j'ai donc des neveux franco-allemands, je ne sais pas si ça joue. Mais s'intéresser à qu'est-ce que c'était l'Europe, qu'est-ce qui faisait qu'on était européen, quelle était cette identité d'Européen, c'est en fait un travail que je fais sur moi en même temps, pour mieux comprendre qui je suis, parce que je me sens profondément européen. Ça m'a conduit à être, en 2014, candidat sur une liste citoyenne, comme on dit, lors des élections européennes. Alors il y avait un peu moins de listes que cette année, là il y avait 38 listes. Et à l'époque, c'était des élections par grande région. Donc, moi, j'étais numéro 2 sur la région centre. Et il y avait 26 ou 27 listes. Et donc, on a fait 1,4%. Oui, c'est pas beaucoup. Mais c'était quand même tout à fait intéressant parce que du coup, on a été distribuer des tracts, on a rencontré des citoyens. Et dans les discussions que nous avions, à l'époque, on parlait beaucoup d'euroscepticisme. Et en fait, ce que j'ai ressenti, c'était que les gens n'étaient pas eurosceptiques, mais les gens étaient euro-déçus. Que les gens trouvaient qu'ils étaient pour l'Europe, mais ils n'étaient pas pour l'Europe qu'on avait faite. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant, cette distinction entre euro-déçus et eurosceptiques.
crois qu'il y a un sentiment quand même européen qui est fort, mais que l'Europe ne correspond pas toujours à celle qu'on attendrait. Il y a deux questions qui sont un peu derrière le livre que nous avons écrit avec Gérard Vernier. C'était la question, alors je vais poser les questions et puis on y répondra à la fin. C'était, est-ce qu'on peut parler d'un peuple européen? Voilà. On voit bien, il y a un peuple français, il y a un peuple allemand. Est-ce qu'il y a un peuple européen? Donc on pourra en discuter, je vous donnerai notre analyse. Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de parler de puissance européenne? Vous voyez, on a mis un sous-titre qui s'appelle « L'émergence d'une puissance continentale ». Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui devenir ou redevenir une puissance? Donc là aussi, on a notre sentiment, mais on pourra en parler parce que ce mot de puissance, il revient actuellement dans le débat public. Qu'est-ce que ça veut dire être une puissance? Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer un petit peu les deux parties du livre, et puis ensuite on pourra débattre. Alors, il y a une première partie qui est une sorte de challenge qu'on s'est donné, c'était d'écrire l'histoire de l'Europe en 100 pages. Donc c'est la première partie, en quelque sorte, c'est les 7 premiers chapitres, c'est l'histoire de l'Europe. Et ensuite, il y a 100 autres pages, ce sont les défis de l'Union européenne. Vous voyez bien, d'un côté on parle de l'Europe, et d'autre de l'Union européenne. Et au milieu, il y a un petit chapitre intermédiaire qui permet de raconter d'une façon très chronologique la construction de l'Union européenne. Pourquoi c'était une gageure d'écrire l'histoire de l'Europe en 100 pages? C'est parce que vous ne la trouverez pas en 100 pages d'histoire de l'Europe. Si vous vous intéressez à l'Europe, il y a énormément de livres qui attaquent l'Europe sous des angles différents. Mais l'histoire de l'Europe, il faut se payer des gros volumes de 1000 pages et qui sont toujours des approches très approximatives parce qu'elles ne sont pas approximatives au sens qu'elles sont inexactes, c'est des livres savants. Justement, ce sont des livres savants et qui, en même temps, vont vous raconter l'histoire des pays européens et puis vont essayer, mais d'une façon souvent assez compliquée, de vous raconter l'histoire de ce phénomène un peu curieux qu'est l'Europe. Et donc on s'est dit, il faut arriver à donner en 100 pages une entrée pour que les gens comprennent ce que c'est que l'Europe. Et avec quel souci? Chacun a sa définition de ce qu'est une civilisation. Nous avons une définition assez simple. Nous disons, une civilisation, ce sont les raisons de vivre et de mourir que des gens, à un moment, partagent sur un territoire. Voilà. Quelles sont nos raisons de vivre et de mourir? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on a du tonus, qu'on est dans un ensemble qui est porteur? Et, à contrario, enfin à côté, quelles seraient les raisons qui feraient qu'on irait se battre pour défendre cette Europe? Et ce n'est pas une question théorique, puisque en Ukraine, il y a des gens qui se battent pour défendre une certaine idée de l'Europe. Voilà. Et donc, quand on parle d'Europe, on dit toujours oui, il faut faire l'Europe. Mais l'Europe, pourquoi? Pourquoi il faut faire l'Europe? Pourquoi il faut défendre l'Europe? Et donc, c'est à cette question qu'on répond. Quelle est la singularité de l'Europe qui fait qu'on serait prêt à se battre pour elle? Vous voyez, c'est des questions en fait très intimes. Qu'est-ce qui fait qu'on serait prêt à aller se battre pour l'Europe? Alors, on a commencé par un chapitre inévitable sur l'histoire et la géographie, et ensuite on a retenu plusieurs thématiques que je vais vous citer, et je ne vais peut-être pas toutes les développer, mais en développer une ou deux. Dans ces thématiques, il y en a la première, c'est pas par hasard qu'on la met la première, c'est on dit que l'Europe est le continent qui a découvert le code qui nous permet de comprendre le monde et la nature. Et ce code, c'est les mathématiques.
C'est ce point-là que je délivrerai, parce que, en général, ce n'est pas ça auquel on pense en premier. Donc, un code pour comprendre le monde. Il y a un deuxième élément, c'est le fait d'avoir des sociétés sécularisées, c'est-à-dire des sociétés où les religions n'organisent plus l'ordre politique, économique, social. Il y a eu toute une évolution en Europe, et quand on regarde les autres continents, l'Europe, avec ses marges qui finissent par devenir l'Occident, hein, l'Europe, c'est un continent sécularisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de religion, hein. Il y a des religions, il y a des gens qui croient en Dieu, il y a différentes religions, mais la société ne repose plus sur les religions, mais sur la volonté générale qui s'exprime à travers des élections. Un autre élément de distinction, c'est que nous avons des sociétés qui reposent sur l'État et le droit. Ce qui est quand même assez atypique et a été une innovation dans l'histoire. Et des sociétés qui reposent sur l'individu. On verra que cette notion d'individu, elle est essentielle pour comprendre l'Europe. Alors vous avez fait état du fait que je suis membre de l'association des amis d'Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier, c'est un philosophe de l'entre-deux-guerres, à une époque où il y avait la montée du fascisme d'un côté, la montée du stalinisme de l'autre. Et il était chrétien de conviction, mais il a développé toute une philosophie autour de la personne humaine. Et cette philosophie, on l'a appelée le personnalisme. Et il a bien montré que le fait de mettre en avant la personne humaine, qui n'est pas l'individu, hein, on pourra en revenir, la personne humaine, qui est un être de relation avec les autres, la personne humaine, c'est quelque chose de typiquement européen, et que nos sociétés, au fur et à mesure de l'évolution et de l'histoire, ont fondé des systèmes qui reposent sur la personne. Nous avons mis en place un modèle social en Europe qui repose sur la protection de la personne. On est des sociétés qui acceptons de mettre en commun le risque en payant des impôts. Hein. Donc on paye des impôts, on a une dépense publique importante, et cette dépense publique, elle nous permet de prendre en charge les personnes qui sont sans emploi, en versant des allocations chômage, les personnes qui sont en situation de handicapé, les personnes qui sont malades avec la sécurité sociale, les personnes qui ont des difficultés à travers toutes sortes de filets qui permettent d'aider les gens. Et c'est aussi le fait que dans notre justice, on a le droit de se défendre, on a le droit d'avoir un avocat, c'est le fait qu'il n'y a pas de tribunaux d'exception, c'est le fait qu'on a un droit qui permet d'accueillir des étrangers avec un certain nombre de règles, notamment le droit d'asile qui va permettre de faire entrer dans nos pays des gens qui sont dans des États où il y a la guerre, où il y a des contraintes graves, et puis des États qui se préoccupent de la sauvegarde de la nature, pour léguer aux personnes humaines qui nous succéderont une planète viable. Donc la personne humaine, elle est vraiment au cœur de notre système. Et sans doute, on ne retrouve pas, je dirais même, j'en suis quasiment persuadé, mais on ne retrouve pas cette polarisation de nos sociétés autour de la personne humaine dans les grandes autres civilisations qui sont autour de nous. Si elles sont chinoises, ou indiennes, ou arabo-musulmanes, ne mettent pas la personne au cœur de leur système. Alors vous me verrez plusieurs fois dire nous sommes singuliers par rapport aux autres. Ne prenez pas cela comme étant une forme de supériorité. Je ne dis pas nous sommes supérieurs aux autres, je dis nous sommes différents des autres. Et c'est cette singularité dont nous devons prendre mieux conscience et que nous devons défendre, parce que cette singularité, c'est la nôtre. Ce ne sont pas les Chinois qui vont défendre le modèle européen, ce ne sont pas les Indiens ou les Hindous, ce ne sont pas les Arabo-musulmans. Voilà. Donc il faut qu'on ait conscience de cette identité. C'est aussi une société, une civilisation qui, c'est un chapitre que nous y consacrons,
connaît l'angoisse du bonheur. Dans toutes les civilisations, les gens se sont toujours préoccupés de savoir qu'est-ce qu'il adviendrait de leur âme après la mort. C'est une obsession qu'on retrouve dans les grottes il y a très très longtemps, mais dans toutes les grandes sociétés, c'est cette préoccupation de qu'est-ce qui va se passer après la mort. Et au moment de la Révolution française, vous avez Saint-Just qui dit « le bonheur, une idée neuve en Europe ». Et les Européens se sont mis dans l'objectif d'être heureux. Et quand on essaye d'être heureux, c'est très angoissant, parce qu'on n'y arrive jamais. Et donc il y a chez l'Européen une angoisse du bonheur, qui fait que l'Européen est toujours en train de chercher des raisons de vivre, de comprendre, de se mobiliser. Et on a essayé de retracer aussi dans un chapitre toutes ces convictions, ces idéologies, ces recherches de sens, ces explications du monde que les Européens n'en finissent pas de se donner pour être heureux. Voilà. Et on considère que Jean Delumeau, qui est un grand historien français, parle de l'Européen comme il dit qu'il y a au fond de nous une inquiétude créatrice. Et nous pensons avec Gérard Vernier que c'est très vrai, qu'il y a chez l'Européen une sorte d'inquiétude qui le fait avancer, qui le fait créer, qui le rend toujours insatisfait, une inquiétude créatrice. Et puis également, l'Européen, c'est quelqu'un qui est mu par l'aventure des voyages. Voilà, c'est l'aventure des voyages. Vous voyez, on a même de la musique, c'est parfait cette illustration. Je voulais mettre lui direct. Ce sont les Européens qui vont s'en aller à travers les mers. C'est pas eux qui découvrent les bateaux. Ils découvrent pas grand-chose en fait au début, hein, mais c'est eux qui exploitent. Donc ils vont partir par les mers. C'est l'aventure du savoir. Il y a une sorte de frénésie de connaissances chez les Européens. Il y a une aventure les quatre, attendez, je regarde les quatre thèmes. Voilà, l'aventure des voyages, du savoir, des échanges. Et puis, chose très importante, l'aventure de la nouveauté. Et on l'a illustré, l'aventure de la nouveauté, à travers le fait que quand on regarde l'histoire de l'art, on s'aperçoit que, par exemple, quand vous prenez la civilisation égyptienne, qui a duré plusieurs millénaires, le nec plus ultra, c'est de refaire toujours à l'identique les mêmes transcriptions de la réalité. Et l'Européen va être celui qui va sans cesse être à la recherche d'une autre façon de représenter la réalité. Et il y a une sorte de frénésie d'innovation dont l'art, dans toutes ses disciplines, que ce soit la peinture, la musique, le cinéma, ensuite la pédagogie. Il y a une explosion d'innovation en matière culturelle, parce qu'à travers la culture, c'est les raisons de vivre, c'est toujours cette même angoisse qui s'exprime. Et on voit cette formidable frénésie de création qui essaye de répondre à cette question comment être heureux, quel est le sens de la vie. Puis enfin, le enfin n'est pas un bon mot d'ailleurs, parce qu'en général on commence par là, il y a les valeurs. En général on dit, bah oui, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Bon, c'est la devise française, mais enfin, d'une certaine façon, ça pourrait être une devise européenne. Ce sont toutes nos valeurs. Et en fait, toutes nos valeurs, je vous les ai un peu présentées. Hein. Nos valeurs, c'est le respect de la personne, c'est donc la démocratie, c'est la liberté, c'est l'égalité, avec cette utopie de la fraternité, parce que la fraternité, on n'y arrive jamais, mais c'est un objectif vers lequel on doit toujours tendre. Vous voyez, rien que tout ça, ça fait qu'on est des êtres un peu particuliers, mais que toute personne qui se rallie ou qui accepte, qui fait sienne ces valeurs-là, devient en quelque sorte un Européen. Je suis Européen à partir du moment où je me reconnais dans ces valeurs-là.
Et c'est très important parce que toute personne qui rejoint l'Europe et qui est d'accord avec ses devises, avec ce que je viens de vous dire, il est européen, il participe de cette aventure. Voilà. Et cette aventure, c'est vrai qu'elle s'est un petit peu développée au fur et à mesure des siècles, puisqu'elle a débordé sur les autres continents, jusqu'à former l'Occident, et finalement à créer une sorte de civilisation monde dans laquelle on est, la mondialisation, qui, par certains côtés, fait que, et ça peut se discuter, je crois qu'il y a un peu d'occidental et un peu d'européen chez tout le monde. Je crois qu'on peut être chinois, et profondément chinois, mais à travers la diffusion des modes de vie, à travers la diffusion des modes de savoir, à travers les outils que la civilisation européenne et occidentale a mis à la discussion du monde, on est un peu européen. On peut être japonais et profondément japonais, mais être aussi un peu occidental par son côté, etc., etc. Et donc, ça donne un éclairage particulier et on verra à la fin de cette première partie les impacts que ça peut avoir. Alors, je vais vous développer une seule des thématiques qui est le code pour comprendre le monde. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a une phrase que nous trouvons absolument formidable, c'est dans les années 1600 et quelques, du XVIIe siècle. C'est Galilée, vous savez, celui qui disait il y a longtemps il tourne, hein, qui dit la nature est écrite en langage mathématique. Bon, la nature est écrite en langage mathématique, en quoi? Enfin, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire cette phrase? Eh bien, elle est assez prodigieuse. Parce que pour dire cela, il fallait avoir dans sa tête un certain nombre d'héritages culturels brassés. C'est-à-dire, ça veut dire, le monde tel qu'il existe fonctionne selon des lois et selon des lois mathématiques. Et s'il fonctionne selon des lois, c'est sans doute qu'il a été créé par une instance, une puissance, certains diront Dieu, à l'époque. En France, on parle de Dieu, hein, la plupart des gens sont croyants. Mais donc il y a un principe, disons un principe, qui crée le monde, et qui crée le monde selon des lois. Et ça veut dire qu'on n'est pas dans une conception du monde où le monde n'a jamais été créé, se renouvelle dans une démarche cyclique, comme un certain nombre de personnes qui ont la pensée asiatique peuvent avoir, hein, ce temps circulaire où le monde n'a jamais été créé, il est là, il se renouvelle. Bon, dans ce cas-là, il n'y a pas une pensée qui crée le monde selon des lois, c'est pas possible. On n'est pas non plus dans un univers animiste où les forces divines sont réparties dans la nature. Donc il y a des forces divines diverses, mais qui n'ont pas créé le monde, qui viennent d'un chaos, mais il n'y a pas un acte de construction. On n'est pas non plus dans un monde où il y a des dieux, mais qui ont avant eux, justement, un chaos qui... les dieux dans le monde grec n'ont pas créé le monde, ils l'ont reçu, ils apparaissent dans le monde. En fait, il faut qu'il y ait un mélange entre ce qu'on appelle Jérusalem et Athènes, en quelque sorte, c'est-à-dire la conception du monde qui nous vient de ce que certains auteurs appellent le prophétisme hébreu, c'est-à-dire le judaïsme, qui dit il y a un commencement et il y a là une fin. Et le commencement, c'est le commencement d'un monde qui a été créé, et il y aura une fin de ce monde. Plus le prophétisme hébreu ne donne pas de nom à Dieu. C'est Yahvé, mais c'est Y-H-V-E. Enfin, ce principe est un principe abstrait. Donc il y a un principe abstrait qui crée le monde, et
ce que nous savons des Grecs, c'est qu'il y a l'identité, la personne humaine, le sujet, qui est capable de penser. Et donc, l'Européen se situe à un carrefour entre un héritage qui lui apprend que le monde a dû être créé par un principe abstrait selon des lois qu'on ne connaît pas, et qu'il y a un individu qui réfléchit et qui essaye de penser. Et dans cette tête des gens du XVIIe, ils ont cet éclair extraordinaire qui disent le monde est créé selon des lois mathématiques. Et ça marche. Ça marche parce que quand ils calculent les trajectoires des étoiles, hein, ça fonctionne. Ça marche parce que quand on analyse la matière, peu à peu on met au point des objets d'observation, on décompose la matière et on s'aperçoit qu'il y a une structure, que cette structure est organisée. Alors on tombe là dans la physique, dans la chimie, on passe de la science à la technique, mais tout ça repose sur la conception mathématique des choses. Et donc, si on a compris les lois qui régissent le monde, on peut décomposer le monde, on peut copier le monde, on peut construire le monde, et d'ailleurs c'est ce que les Européens vont faire, c'est-à-dire qu'ils vont découvrir le monde, ils descendent au fin fond des mers, ils montent en haut des montagnes, ils montent, ils grimpent dans l'atmosphère, ils vont sur la Lune, et puis ils créent des matières artificielles en appliquant ce principe. Donc ils se font co-créateurs de l'univers qui leur a été remis. Alors, deux choses. La première, c'est qu'il y a un progrès formidable de l'espérance de vie. Et le corps humain, c'est la dernière matière à laquelle nos sociétés s'attaquent. Et donc on le soigne, on fait des prothèses, et puis on va jusqu'à faire des pilules pour modifier le cycle de la naissance, puis on va travailler sur l'utérus artificiel, et puis on nous promet un jour qu'on pourra faire des bébés sans rapport sexuel dans un bain artificiel là aussi. Donc on intervient à la naissance, et puis on intervient sur la mort, d'abord en la reculant avec la médecine, et puis aujourd'hui en s'interrogeant sur comment mettre fin à la mort de façon artificielle là aussi. Donc on est dans une époque qui pour nous, nous vivons en quelque sorte dans les plis de cette pensée du XVIIe siècle. Je crois que depuis le XVIIe siècle, on ne fait que tirer sur cette découverte extraordinaire que la nature s'écrivait en langage mathématique. Ce qui est assez fabuleux quand on en prend conscience. Mais la deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit que ça aboutit à des impasses. C'est-à-dire qu'à force de se croire maître et dominateur de la nature, on arrive à la crise écologique. Vous voyez, et on s'aperçoit que ce que nous vivons à l'heure actuelle, c'est la prise de conscience en même temps du succès de cette culture qui est devenue une civilisation monde, et en même temps des impasses auxquelles elle aboutit. Bon, c'est premièrement la crise écologique, puisqu'on voit bien que, à force de considérer la nature comme un objet lointain, vous voyez, le rapport à la nature est très intéressant. L'animiste, il croit qu'il y a des forces divines dans la nature. La nature est sacrée, ça ne va pas toucher la nature. Le chinois, d'après ce que j'en comprends, il se situe comme un élément de cette nature. Vous avez sans doute déjà vu des représentations, des peintures chinoises. On voit des grands paysages, et puis dans un petit coin, on voit quelques humains. L'humain est un des éléments de ce cosmos. Et il n'est pas du tout dans une position extérieure qui va lui permettre de mettre la main sur la nature. Le grec
seul, le grec, il est géomètre. C'est-à-dire que les premières mesures qui ont été faites entre la Terre, la Lune, la Terre, le Soleil, c'est les Grecs. Mais ils mesurent. Et c'est cette synthèse européenne qui va faire dire à l'Européen, la nature n'est pas Dieu, donc elle n'est pas sacrée, donc on peut intervenir dessus, et on ne s'en est pas privé. Mais visiblement, on l'a considéré comme un bien à notre disposition. On l'a utilisé en jetant tous nos déchets dans la mer, on a utilisé toutes les matières premières, finalement, on arrive à la détraquer. On arrive à la détraquer. Voilà. On s'aperçoit qu'il y a une deuxième limite à cette puissance européenne, c'est le fait qu'on a tout transformé en argent. Bon, on est régi par un capitalisme financier qui est maintenant mondialisé, et on voit bien que ce n'est pas satisfaisant, hein, que tout est évalué en termes d'argent et que ça asphyxie un petit peu les sociétés. On s'aperçoit aussi que cette reconnaissance de l'individu et de la personne, par certains côtés, elle aboutit à une sorte d'individualisme forcené, et que les relations qui sont si importantes sont parfois négligées. Voilà, donc des éléments de fierté, mais des éléments qui nous permettent de dire oui, ça a marché, mais peut-être ça a marché trop bien, mais ça aboutit à des vrais problèmes. Et notre analyse, c'est de dire que nous vivons sans doute la fin d'un cycle, la fin d'une modernité occidentale qui est née au XVIIe siècle. Alors, là, j'ai commencé l'histoire au XVIIe siècle, c'est toute son histoire avant, hein. Il y a toute une évolution qui a abouti au XVIIe siècle. Hein. Mais je pense vraiment que le XVIIe siècle est une période de césure et que nous vivons dans les plis de cette pensée, mais que nous vivons aussi dans la fin de cette parenthèse qu'elle a ouverte. 17e, 21e siècle, 4 siècles. 4 siècles, bon, les grandes civilisations ont duré plus longtemps que ça. Hein. L'Empire romain, c'est environ 4 siècles. Je ne parle pas des Chinois, des Indiens, etc., des Égyptiens. Voilà. Donc je pense que la modernité occidentale a apporté beaucoup de choses, mais qu'elle arrive sans doute un peu à une fin de cycle, et que sans doute on a nos générations, les générations nouvelles, elles ont en même temps beaucoup de problèmes et en même temps une chance extraordinaire. Beaucoup de problèmes parce qu'elles vivent dans toutes ces impasses qu'on leur donne, et en même temps, le monde est ouvert. Il faut inventer autre chose. Il faut inventer autre chose à travers sans doute une rencontre avec d'autres cultures, à travers les autres civilisations, pour rééquilibrer ce qu'on appelle cette hybris occidentale qui, une lecture chrétienne dirait que l'homme s'est cru Dieu à la place de Dieu. Mais on peut... ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque du XVIIe siècle, la plupart des personnes sont chrétiennes et se situent en référence par rapport à Dieu. Donc se situent quand même comme étant des créatures par rapport à Dieu. Et au fil du temps, l'homme finalement s'est considéré comme Dieu à la place de Dieu, et puisqu'il pouvait finalement tout faire, il y a une sorte d'hubris grec qui s'est développée, et il faut qu'on arrive à reconsidérer les choses. Voilà une histoire de l'Europe. Alors, cette histoire de l'Europe, elle se termine assez mal au début du XXe siècle, puisque, suite à la confrontation entre les nationalismes et les impérialismes, puisque les grandes nations européennes se sont mises à conquérir le monde, ce sont des empires qui s'affrontent, et donc on aboutit à 2 guerres, dont on peut dire que au début c'est des guerres civiles, c'est des guerres civiles inter-européennes, des guerres inter-européennes, mais qui, en raison des empires que ces États ont créés, deviennent des guerres mondiales. Et
il y a une grande rivalité qui dure des siècles et des siècles entre notamment la France, l'Allemagne, l'Angleterre, même si les noms de ces pays évoluent au fur et à mesure du temps, hein, mais enfin, bon, on a des grandes entités, parfois on fait un peu de l'anachronisme, enfin, bon, trois grandes entités qui dominent l'Europe, et notamment le conflit entre la France et l'Allemagne, puisque en 100 ans, entre 1870 et 1950, il y a trois guerres, guerre de 70, guerre de 14, guerre de 39-45, trois guerres franco-allemandes qui ensanglantent l'histoire européenne et l'histoire mondiale. Et donc on a deux pays qui se retrouvent en 1945, ruinés, battus, détruits, l'un est divisé, et qui vont, grâce à des gens quand même assez prophétiques, hein, dans un sens, qui vont accepter de se tendre la main et de se réconcilier sous une forme de pardon, en se donnant le pardon entre les deux, hein, et en se disant on ne peut plus faire ça. Et donc c'est cette réconciliation qui est symbolisée aujourd'hui par la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 50, 9 mai qui est devenue la journée de l'Europe, et qui est, c'est vrai quand on regarde 5 ans après la fin de la guerre, le fait que Robert Schuman ait pu lancer cette invitation à créer la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est-à-dire en fait les deux industries qui créent la guerre. Voilà. Ça voulait dire, arrêtons de nous faire la guerre, mettons ensemble le charbon et l'acier, comme ça on arrêtera de se battre. C'est vraiment une démarche extraordinaire qui a été possible parce que, à la démarche de Schuman et de Monnet, ont répondu de Gasperi en Italie, Spaak en Belgique, Konrad Adenauer en Allemagne. Et c'est parce qu'il y a eu tout ce groupe de dirigeants européens qui ont dit ce n'est plus possible que, progressivement, on est rentré dans la construction européenne proprement dite. Alors, sur la construction européenne, bon, on retrace dans un chapitre médian ces étapes, et puis on s'est dit, il faut arriver à donner une vision des défis. Alors, c'est compliqué c'est compliqué de rentrer dans le détail de chacun des défis. J'avoue que sur cette partie, c'est mon ami Gérard Vernier qui a beaucoup travaillé, parce que ça représente une somme assez incroyable de connaissances actualisées. Alors, on a défini ensemble les grands défis, mais bon, c'est pas très compliqué. On est parti du défi le plus immédiat qu'on a eu il y a quelques années, c'est la Covid, donc le problème de la santé. Il n'y a pas aujourd'hui d'Europe de la santé, mais la Covid, alors que ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. L'Union européenne, finalement, a fait faire des pas de géant. Ensuite, il y a le problème de la guerre, qui est revenu subitement. Donc il y a toute la problématique de la guerre, la problématique de la défense européenne. Et puis, à côté de ça, il y a un sujet qui est très d'actualité, ce sont les problèmes des migrations. Donc tout ce qui est fait en matière européenne sur les migrations qui aboutissent au pacte asile-migration qui a été récemment validé. Il y a la question lancinante de l'Europe sociale, toujours promise, jamais acquise, qui est un vrai sujet, puisque l'Europe a été construite sur des coopérations, des projets, des rapprochements économiques qui ont peu à peu abouti au marché unique, c'est-à-dire à la libre circulation des personnes. Je pense qu'il y en avait parmi vous qui étaient jeunes qui s'arrêtaient aux frontières. Hein. Moi, je me souviens, quand on partait en vacances avec les parents en voiture, on s'arrêtait à toutes les frontières, il y avait un vrai contrôle des douaniers. Bon, aujourd'hui, ça paraît complètement lunaire. Hein, voilà, il y avait des frontières. Bon, donc, liberté de circulation des personnes, liberté de circulation des capitaux, des biens et des services. Les biens circulent, alors les capitaux circulent. Voilà. Mais
dans l'esprit de Jacques Delors, il y avait aussi l'Europe sociale qui devait accompagner. Et le problème de l'Europe sociale, c'est que ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Vous voyez, c'est que ces problèmes de compétences sont fondamentaux et complètement méconnus. C'est-à-dire que quand, en général, les gens parlent de l'Europe, ils parlent de l'Europe en pensant que l'Europe, elle est compétente sur tout. Enfin, ça va tellement de soi que on ne le dit même pas. Mais non, l'Europe, elle n'est compétente que sur les matières qui lui ont été déléguées par les États. Ce sont les États qui décident de ce que fait l'Europe. C'est pour ça que, on pourrait y revenir, qu'est-ce que ça veut dire l'Europe des nations? Nous sommes dans une Europe des nations. Ce sont les nations qui aujourd'hui disent, voilà ce que peut faire l'Europe. L'Europe, elle n'a pas de compétences en matière de culture. Elle n'a quasiment pas de compétences en matière de santé. Elle n'a pas de compétences importantes en matière sociale. Elle peut juste donner des inspirations, des recommandations. Et donc, l'Europe n'intervient pas dans ces domaines. Mais n'intervenant pas dans ces domaines, elle crée un décalage, puisque les personnes, les biens, les capitaux circulent, mais les protections ne circulent pas, en quelque sorte. Il ne peut pas y avoir de protection commune. Alors, on avance par petits pas. Mais l'Europe sociale, donc, elle dit, bon, on va suggérer aux États de créer un salaire minimum partout. Bon, ça ne peut pas être le même partout, parce qu'il y a des niveaux de vie, mais bon, récemment, il y a eu, voilà, on va essayer de créer un salaire minimum dans chaque État. Ou bien, comme il y a des travailleurs détachés de plus en plus, il faut essayer d'harmoniser la réglementation de ces gens-là, parce que sinon, ça crée des problèmes de dumping social incroyables. Et vous voyez, l'Europe est coincée en quelque sorte dans ces sujets-là. Et donc, notre analyse, nous, c'est de dire que là, il faudrait plus d'Europe. Il faudrait doter l'Europe de plus de compétences pour qu'elle puisse dire, dans le domaine social, si on veut harmoniser mieux les situations, il faut que ça passe au niveau européen. Parce que chaque État aura beau légiférer tout ce qu'il peut, ça ne réglera pas la situation des gens qui se déplacent. Il y a de plus en plus de gens qui se déplacent. D'autres défis, c'est toutes les transitions auxquelles on est confronté. Alors, il y a la transition écologique, qui est massive. Bon, je ne fais pas de détails. C'était un objectif prioritaire de la COP en 2021. Oui. Ça a été le Green Deal dont on voit toutes les difficultés que ça pose. Donc, il y a la transition numérique, avec la volonté de maîtriser ce flot numérique qui se déverse sur nous, avec le règlement pour la protection des données élémentaires, les règlements récents qui ont été pris, DSA et DRA, pour justement essayer d'imposer des normes à toutes ces multinationales américaines, parce qu'elles sont principalement américaines, qui n'ont pas du tout notre conception de la défense de la personne humaine. On y revient. C'est là où on s'aperçoit que ce n'est pas théorique, la personne humaine. S'il y a un règlement pour la protection des données, c'est parce que nous considérons que la personne humaine doit être protégée, qu'elle a des données qui doivent être protégées. Vous voyez, c'est pas théorique, ça a des répercussions très pratiques. Bon. Transition numérique importante, transition démographique. On voit bien qu'il y a une évolution démographique, diminution de la natalité qui est assez importante. Là aussi, l'Union européenne n'a pas de compétences en la matière. C'est chaque État qui fait sa petite sauce. Et puis, transition énergétique, qui est très liée à la transition démographique, mais on voit bien là aussi que c'est chaque État qui a sa politique énergétique, sa politique industrielle, et que l'Europe, qui était dans un système, sans doute sous l'influence anglaise, enfin, nos chers amis anglais sont maintenant partis, de laisser faire et de casser les monopoles et de favoriser la concurrence, finalement, n'a pas su faire émerger des grandes compagnies internationales. Il y a un autre défi qui est la place de l'Europe dans le monde. Et là, ce n'est pas simplement
la politique commerciale, qui est en fait l'une des rares compétences de l'Union européenne. L'Union européenne a la compétence pour signer les traités. Là, elle est compétente. Mais sinon, elle n'est jamais compétente toute seule. Et encore, ces traités doivent être contresignés, en quelque sorte, dans chacun des États. Donc les États, ils tiennent. Ils verrouillent, les États. Et il y a la politique aussi européenne de voisinage, on pourra parler des frontières, je ne vais pas en parler là, mais les frontières notamment orientales de l'Europe, où s'arrête l'Europe, à ce sujet. Il y a la politique de coopération au développement, puisque l'Europe, elle a quand même signé énormément de conventions avec les pays Caraïbes, les pays du tiers-monde, toute l'aide au développement, parce que l'Europe a développé, compte tenu de cette création qui est venue de l'après-guerre, l'Europe, elle a développé une construction politique originale, disant on refuse la guerre, on ne va pas être dans la puissance militaire, on va être dans le soft power, on va négocier, on va discuter, on va passer des conventions, on va donner de l'argent, et c'est comme ça qu'elle a développé son système, en disant, à travers le commerce, à travers les bonnes relations, on va étendre la démocratie et en même temps la liberté de commercer. Et on s'aperçoit là aussi, on arrive à un moment où c'est pas parce qu'on achète du gaz aux Russes que les Russes se mettent à commercer gentiment avec nous. Bon. Il y a un blocage là. C'est pas parce qu'on fait rentrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce qu'ils vont prendre les mêmes règles que nous. Ben non, ils font une sorte de capitalisme d'État qui ne respecte pas les règles en matière de protectionnisme, ils en font qu'à leur tête, etc., etc. Donc là aussi, il y a une sorte de rencontre brutale avec la réalité au niveau européen. Et puis, dernier défi, vous voyez, il y en a pas mal, ce sont nos institutions et nos ressources. Les institutions, parce que personne n'y comprend rien. En général, si vous demandez aux gens dans la rue, c'est qui le président de la Commission, peut-être les gens sauront un peu, Ursula von der Leyen, mais le président du Conseil européen, alors le Conseil européen, c'est le Conseil de l'Europe, non, c'est le Conseil européen, et le Conseil des ministres, ah non, c'est encore autre chose. Bon. Et le Parlement européen, ah oui, le Parlement européen, alors oui, on en parle tous les 5 ans, le président, comment ça fonctionne ce truc? Bon. C'est compliqué. C'est vrai, c'est compliqué. C'est compliqué parce que faire en sorte que 27 États fonctionnent ensemble, ça ne peut pas être simple. Ça ne peut pas être simple. Et donc, il faut l'expliquer. Et là, il y a un manque cruel. On en parlait tout à l'heure. L'éducation, elle est au cœur du système. C'est-à-dire que les petits Français et les petits Allemands, les Grecs, il faudrait qu'on leur explique comment fonctionne l'Europe. Parce que sinon, on a un schéma, nous, on a le Parlement, le législatif, l'exécutif, le président, et puis les juges. Voilà. L'exécutif, législatif et législatif. Législatif, exécutif, judiciaire. Voilà. On a bien appris nos leçons de Montesquieu, la séparation des pouvoirs. Et en fait, ça ne fonctionne pas comme ça en Europe. Le Conseil européen, c'est les représentants des États. Donc c'est démocratique, puisque chaque État est représenté au Conseil européen. Et il y a un commissaire européen après la Commission. Donc les États sont les maîtres du Conseil européen. Le Parlement, c'est la représentation des citoyens. Extraordinaire. Les citoyens peuvent voter pour le Parlement européen. Alors, on sait très bien, les élections européennes, c'est jamais ça. Hein. On vote pour Macron ou contre Macron. Ah oui, en gros, on vote pour tel ou tel parti français, je pense que la plupart des gens ne réalisent pas qu'il y a le PPE, le PSE, les Verts européens, qu'il y a 2 partis très à droite, ID et CRE. Bon, c'est vrai, c'est compliqué, mais
Moi, j'entendais l'autre jour M. Bellamy, qui était attaqué en lui disant LR, vous allez être balayé. Et il disait on ne va pas être balayé du tout. C'est le PPE qui va gagner au niveau européen. Alors, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre. C'est-à-dire qu'il a moins de 6% des voix en France, mais il fait partie du groupe qui est majoritaire. Voilà. Bon. C'est compliqué, mais ça s'explique. Et puis, il y a la Commission européenne. La présidente ou le président est nommé par les États, qui ont encore la main. Et il y a un commissaire qui est... Chaque pays a un commissaire, que vous soyez le Luxembourg ou l'Allemagne, vous avez un commissaire. Et en plus, chaque commissaire doit être validé devant le Parlement européen. Et le Parlement européen, ça lui arrive souvent, et ça est arrivé récemment, ne donne pas son aval à telle personne. Sylvie Goulard, qui était proposée par le président de la République française, elle a été blackboulée. Le Parlement n'en a pas voulu. Voilà. Ça ne se fait pas avec nos ministres, ça. Le ministre, il n'est pas ministre français, il ne passe pas devant le Parlement pour être... Vous voyez? Donc, moi, je m'insurge quand on dit que l'Europe n'est pas démocratique. L'Europe, elle est très démocratique. Et en plus, elle a un système où on peut, avec 1 million de citoyens, naturellement, le mot m'échappe, mais former une pétition comme une sorte de référendum. Nous, en France, il faut être 4 millions de personnes pour demander un référendum et que le sujet soit évoqué au niveau de l'Assemblée nationale. En Europe, c'est 1 million de personnes. Et ça a été très souvent utilisé, cette procédure. Parce que 1 million par rapport à 350 millions de votants, c'est pas grand-chose. Donc, moi, je m'insurge quand je dis que, quand les gens disent l'Europe n'est pas démocratique. Si, l'Europe, elle est très démocratique. Je pense qu'elle est plus démocratique que notre pays. En plus, il y a une Cour européenne de justice, il y a une commission des droits de l'homme. Très souvent, quand il y a des affaires pénales, il y a des recours devant ces commissions. Sauf qu'il faut comprendre le mécanisme. Ce n'est pas exactement comme chez nous, mais c'est très démocratique. Et aux gens qui disent nous ne sommes pas, c'est une Europe supranationale, je dis mais non, c'est pas du tout supranational. Ce sont les États qui ont la main. Et c'est vrai que quand on nous parle d'Europe des nations, moi je dis nous sommes une Europe des nations au jour d'aujourd'hui. C'est Jacques Delors qui disait nous sommes une fédération d'États-nations. Les briques de l'Union européenne, ce sont les nations. Rien ne se fait sans l'accord des nations. Alors on dit oui, mais maintenant il y a des votes à majorité qualifiée, il faut qu'il y ait tant de pays qui représentent tel pourcentage des citoyens. Ben oui, mais sinon, quand vous avez la Hongrie c'est 9 millions d'habitants. Bon, ils aiment bien les Hongrois. Hein. Enfin, quand les Hongrois, ils nous mettent un veto sur telle décision, alors qu'ils sont que 9 millions, il faut quand même relativiser les choses. Hein. Donc, vous voyez, il peut y avoir des coopérations élargies entre différents États pour contourner, ou bien alors des pressions pour dire, bon, etc., etc. C'est le royaume de la discussion, parce qu'on est 27, qu'on parle 24 langues, que tous les documents sont traduits en 24 langues. Vous me disiez qu'il y avait des voyages de jeunes au Parlement européen. C'est fabuleux quand on se retrouve là-bas. Parce que quand vous êtes assis dans la grande assemblée, vous avez toutes les vitrines, enfin les vitrines, non c'est pas beau, c'est les box des traducteurs. Et que dès qu'il y a un orateur, c'est traduit alors par des biais de plusieurs traducteurs incroyables. On avait nos casques dès que quelqu'un change de pays et parle, donc ouais, nous c'est traduit en français. Extraordinaire, extraordinaire. Vous voyez, je ne sais pas combien il y a de milliers de traducteurs dans l'Union européenne. Vous voyez, c'est des choses... Donc vous voyez, moi je trouve ça formidable ce que vous faites. Amener les jeunes à Strasbourg ou à Bruxelles, les faire rencontrer les gens de la commission, c'est comme ça qu'on arrive à faire comprendre comment ça marche. Parce que, 1, c'est compliqué. 2, c'est normal que ce soit compliqué parce que c'est 27 pays qui travaillent ensemble. Et 3, si on fait l'effort de comprendre, si on bénéficie d'une information, eh ben on finit par comprendre comment ça marche. Et au sein du Parlement européen, comme les jeunes ont dû le comprendre, il y a des partis, et puis il y a des majorités qui bougent suivant les sujets.
Je lisais récemment le livre de l'ancien journaliste, là, comment il s'appelle? C'était le numéro 2 sur la liste de hier. L'ancien journaliste de France Inter, Bernard Guetta. Il a écrit l'Europe, une nation européenne. Et alors il explique au début que bon, les journalistes, il s'y connaissait quand même un peu, hein, il parlait de l'international. Enfin, il débarque dans les bureaux de la commission à Bruxelles. Bon, ben, il se paume, il ne comprend rien, il cherche. Et puis, peu à peu, il finit par comprendre que ben, il faut aller discuter avec un tel, il faut aller avec des gens qui ne sont peut-être pas du même groupe. Mais il y a les Français des autres groupes, mais il y a ceux d'autres groupes qui ne sont pas français, mais on peut. Enfin, bref, compliqué, mais il y a des majorités d'opinion qui se dessinent et qui nous changent tellement de nos confrontations franco-françaises, bloc contre bloc. Donc voilà, c'est une autre façon d'appréhender la démocratie et je pense qu'elle est intéressante. Dernier petit défi, c'est l'argent de l'Europe. Un chiffre qu'on ne connaît pas assez. Les États-Unis, l'État fédéral américain, il a un budget qui est de 17%, grosso modo, de la richesse nationale des États-Unis. L'Union européenne, elle a un budget de 1,3%. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec 1,3%? Et donc, il y a des réflexions pour accroître ces ressources. Notamment les taxes sur les produits importés, les taxes sur les sociétés, enfin, il y a un certain nombre, mais il y a des gens qui ne veulent pas augmenter. Il y a des partis qui ne veulent pas augmenter les ressources de l'Union européenne. Nous pensons avec Gérard Vernier que, on n'est pas les seuls, qu'il faudrait augmenter ces ressources, non pas qu'elles deviennent des impôts pour nous, citoyens de base, mais que justement à travers un certain nombre de taxes sur les échanges, les produits qui ne respectent pas nos règles environnementales, les super profits des grandes entreprises, qui auraient matière à augmenter ces ressources, ne serait-ce que pour pouvoir disposer des réserves afin de faire des emprunts, parce qu'on a des emprunts absolument formidables à faire pour la transition écologique, pour monter une Europe de défense. On ne peut pas attendre. Voilà. Alors, vous verrez, il y a un petit chapitre qui clôt ce chapitre cette partie sur les défis. Ce qui nous a frappé, après avoir exposé chacun des défis en 3-4 pages, c'était le fait qu'il y a une extraordinaire ingéniosité des Européens. Je ne dis pas il y a une extraordinaire ingéniosité de tout ce milieu européen, où il y a bien sûr des technocrates, mais qui ne sont pas en nombre tel. Il y a des politiques, il y a les élus, il y a les représentants des États. Enfin, tout ce monde fait preuve d'une immense ingéniosité pour utiliser des outils qui existent à d'autres fins. Par exemple, il y a un fonds qui était pour la défense de la paix, qui a été utilisé pour donner de l'argent à l'Ukraine afin d'armer l'Ukraine. Voilà. Pour la santé, on a utilisé je ne sais plus quel fonds qui n'avait a priori aucun rapport. Donc on utilise des outils qu'on détourne un petit peu de leur but principal. On crée des pactes, on crée des transitions, on crée des boussoles. Voilà. Donc il ne manque pas d'imagination. Souvent, c'est un peu en retard par rapport à l'événement. L'Europe court toujours derrière la réalité, mais elle monte en niveau et elle arrive finalement à acheter des vaccins pour tous les Européens. Elle arrive finalement à aider l'Ukraine de façon quand même non négligeable. Elle pourrait faire plus, mais là, c'est les États qui bloquent. Hein. C'est les États qui ne veulent pas que telle arme soit utilisée, qui ne veulent pas mettre à disposition des avions, qui ne veulent pas... Nous sommes dans une Europe des nations, hein. Mon sentiment.
Alors on pourrait revenir sur est-ce qu'il faut passer à une Europe fédérale. En 2 mots, une Europe fédérale, ça serait plus clair. Les grands dossiers à l'Europe et les dossiers domestiques aux nations. Comme aux États-Unis. Aux États-Unis, l'État fédéral, il ne va pas se mêler de l'organisation de la santé, de la culture, de l'éducation dans l'Arizona ou compagnie. C'est le gouverneur qui s'en occupe. Ce n'est pas le président des États-Unis. Le président des États-Unis s'occupe des dossiers de la fédération. Et les grands dossiers, c'est ceux qu'on vient de passer en revue. Le commerce, la défense, les protections par rapport aux migrations, le climat, les coopérations internationales. Voilà, je crois que j'ai fini. Dans ce livre, on n'a pas fait de politique partisane, hein, vous voyez, tout ce que je vous dis, c'est de la mise à plat de dossier. On a conclu quand même en disant que pour nous, on avait besoin d'Europe, parce que les défis qu'on évoque sont des défis qu'on ne peut pas régler État par État. Enfin, aucun pays ne pourra régler ses frontières et régler le problème des migrations. Moi, ça me paraît aberrant. Enfin, on ne peut trouver une solution qu'au niveau européen, puisqu'on a un système de circulation des personnes, enfin, sauf à quitter l'Europe. Mais on voit bien dans ce cas-là, quitter l'Europe avec tout ce qu'on vient de dire, c'est une sorte de mécanisme qui serait redoutable. Sur le climat, chacun peut faire son petit truc dans son coin, mais il y a bien évidemment des décisions. Le climat, les migrations, la défense, le commerce, la place de l'Europe dans le monde et dans l'aide au développement, tout ça, ce sont des sujets dont je ne vois pas comment ils ne pourraient pas être européens. Donc ça pose les 2 questions que je vous avais formulées au départ. Est-ce qu'on peut parler d'un peuple européen? Donc peut-être, je ne sais pas si je vous donne ma réponse maintenant ou si on en discute. Et puis, qu'est-ce qu'on veut entendre par puissance aujourd'hui quand on parle de puissance européenne? Voilà, je termine sur ces questions des sciences.